C'est un algorithme dont le modèle génératif est un arbre de décision, c'est-à-dire on aura à la racine un nœud où une décision sera faite. Et après cette décision, on aura une dichotomie, c'est-à-dire une division de notre dataset en deux sous-datasets. Et on va répéter comme ça des prises de décision de façon à avoir un arbre de décision. Donc, l'algorithme ID3 nous génère un arbre de décision qui est un graphe acyclique, connexe et acyclique. Et donc, le premier nœud sera ce qu'on va appeler la racine, c'est-à-dire c'est la première décision, on va dire, si vous êtes un médecin et que vous voulez détecter la maladie de votre client, quelle est la première question que vous devez lui poser pour pouvoir ainsi de suite se rapprocher davantage vers les nœuds terminaux qu'on va appeler des feuilles ou des targets où la décision est prise. Et donc ici, on a la racine. Ça va correspondre plus tard à une features, une caractéristique, disons XJ. On va montrer comment est-ce qu'on choisit cette première caractéristique XJ de notre dataset. Et là, on a les nœuds terminaux. On a les nœuds terminaux. Donc, ce sont des feuilles, si vous voulez. Ici, c'est là où on prend la décision. C'est-à-dire, ici, on aura une décision A, ici, une décision B, là, une décision C, et là, une décision D. Et donc, comment fonctionne très exactement cet algorithme? L'idée, c'est d'avoir un dataset D labellisé dont on a XI et TI, où TI, c'est le label de chaque individu XI, I allant de 1 à N. Et bien de fois, en statistique, on peut représenter cette matrice d'observation telle qu'elle, c'est-à-dire on a X1, 1, X1P, où P c'est le nombre de caractéristiques, XN1, XNP. Donc c'est une matrice de taille N croix P. Et à côté, on a notre vecteur cible, noté Y, qui est égal à Y1, YN. Donc pour chaque individu, XI, on a sa valeur cible YI. Et donc, l'algorithme ID3 va consister à pouvoir entraîner ces données de sorte à produire un arbre de décision qui pourra nous permettre plus tard, étant donné un individu X nouvellement apparu, c'est-à-dire un individu nouveau, de prédire plus ou moins quelle sera sa cible. C'est-à-dire, supposons qu'on a des malades, on va entraîner notre modèle sur des malades selon les symptômes, X1 jusqu'à XP, on a P symptômes, et selon ces symptômes, on aura la maladie du malade, peut-être la fièvre, peut-être le palu. Et donc, on va entraîner notre modèle sur ce jeu de données de façon à produire un arbre de décision, de sorte que s'il y a un autre patient, qu'en fonction justement des questions qu'on va lui poser émanant de l'entraînement, qu'on puisse savoir quelle maladie il est susceptible d'avoir. Et donc, cet algorithme repose essentiellement sur la notion d'entropie. Donc, l'algorithme repose essentiellement sur la notion d'entropie. Et donc, c'est quoi l'entropie? L'entropie ici caractérise à quel point il y a de cibles différentes dans le jeu de données, c'est-à-dire l'entropie sera très exactement notée H de Y pour la cible,
c'est moins la somme des k allant de 1 à grand K de pk logarithme en base de pk, où k est le nombre de classes, c'est-à-dire le nombre de cibles, si vous voulez. Si on a, disons, comme on a pris l'exemple de maladie, si on a 7 maladies, donc K c'est 7, et donc on aura pour chacun de ces individus, des individus qui auront la maladie TK et d'autres qui auront la maladie TG, par exemple. Donc K c'est le nombre de classes de maladies et PK est la probabilité d'être dans la classe, on va dire CK, ou bien d'avoir le label YK. Et donc, voici la formule de l'entropie. Notre algorithme repose essentiellement sur cette notion d'entropie. Alors, voyons un peu à quoi ressemble cette entropie selon la distribution de Y, pour voir comment ça encode plus ou moins un désordre ou bien plus ou moins une mixité des données, à quel point les données peuvent être mixtes ou pas. Et donc, on rappelle, l'entropie de Y, c'est moins somme des k allant de 1 à grand K, pk, logarithme décimal de pk, où pk, c'est la probabilité d'être dans la classe YK. Donc, Y1, Yn transposé. Alors, supposons, si on suppose qu'on a une seule classe, c'est-à-dire qu'on a un seul label. Donc, supposons que tous nos individus ont la même maladie, hein, malgré le fait que leurs caractéristiques peuvent varier. Donc, on suppose que pour tout i égale à 1 jusqu'à n, yi est égal à, on va dire, y. yi égale à y. Alors, la probabilité d'appartenir à une classe, alors c'est 1, très exactement. Et ici, donc, si on fait cette supposition, ici, on aura PK qui va valoir très exactement 1. Parce que dès que je prends un individu, je suis sûr qu'il appartient à une classe et c'est la classe est unique, c'est Y. Donc, la probabilité, c'est 1. Et dans ce cas que nous donne l'entropie, c'est 0, parce que le logarithme décimal de 1, c'est 0. Donc, on voit que si on a une seule classe, l'entropie est nulle. Ça veut dire on a suffisamment d'informations pour pouvoir prédire la classe d'un individu. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est très exactement la classe Y pour chacun de ces individus. Donc, ça, c'est l'entropie minimale. Minimale. On ne peut pas faire mieux. Maintenant, on va aller dans le cas extrême. C'est qu'on va supposer, on suppose que pour tout I, J, YI est différent de YJ. Donc, vraiment qu'on a N classes, c'est-à-dire N classes. Donc, il n'y a pas de répétition, c'est-à-dire N classes. Et que, en plus, il n'y a pas de raison de penser qu'un individu appartiendrait plus à une classe qu'une autre. Donc, vraiment que la probabilité, elle est uniforme. Donc, que les classes sont distribuées de façon uniforme. De plus, donc on suppose que de plus, PK est égal à très exactement 1 sur n. Vu qu'il y a n classes, donc la probabilité d'appartenir à une classe, donc il y a équiprobabilité, si vous voulez, c'est 1 sur n. C'est-à-dire le fait d'être dans la classe Y1, c'est très exactement 1 sur Y1. Donc on a somme des
PK, K allant appartenant à 1 à grand K égale à 1, entre parenthèses, K c'est N. Et donc, si on suppose qu'il y a autant de classes que d'individus, donc il y a autant de classes que d'individus, donc chaque individu a sa classe, et que la probabilité d'être dans une classe, il y a équiprobabilité, alors que nous donne l'entropie. L'entropie de Y, donc on veut voir l'entropie de Y, c'est tout simplement moins somme des K allant de 1 à grand K. K ne varie plus, PK ne dépend plus de K, donc on va l'appeler P, logarithme décimal de P, qui est tout simplement est égal à N. Donc n'oublions pas que grand K, c'est N. 1 sur N, P c'est 1 sur N, logarithme en base décimale de 1 sur N, qui est tout simplement égal à logarithme en base décimale de N. Donc, voilà l'information qu'on dispose pour savoir très exactement la mixité des données, à quel point les classes sont différentes, à quel point il est difficile de prédire une classe, d'autant plus que toutes les classes sont distinctes. Alors, l'information est de l'ordre du logarithme décimal de grand N, de petit n, où petit n, c'est le nombre d'échantillons des données. Donc, on va donc osciller entre deux valeurs extrêmes. L'entropie qui va valoir 0, auquel cas on a l'information suffisante pour prédire une classe. La valeur est unique, c'est Y. Ou bien l'entropie est maximale qui vaut logarithme décimal de grand N. Et là, on a très peu d'informations pour savoir exactement prédire la classe d'un individu. Alors, tout l'algorithme ID3 va consister à pouvoir minimiser cette information au fur et à mesure de la dichotomie. Donc, l'idée sera de choisir une caractéristique de sorte à avoir un gain d'information. Alors, c'est quoi le gain d'information? Donc, on va définir le gain d'information de Y par rapport à une variable cible, une caractéristique XJ, comme étant l'entropie de Y précédemment calculée, moins la somme de toutes les V appartenant à XJ de, on va dire, des données, la section de D. Donc, ça, c'est le cardinal sur D, entropie de YV. Donc, on a notre jeu de données, D, XI, YI ou TI. Bon, voilà, noter YI. Alors, la section D de V, c'est tout simplement, voici notre jeu de données. On a dit qu'on pouvait représenter ça sous forme de tableau. Donc là, on a X1, XP, et ici, on a XJ. On a toutes les valeurs de XJ ici. Là, on a l'individu 1, et là, on a l'individu N. On prend la caractéristique XJ, on veut voir à quel point est-ce qu'en faisant la dichotomie par rapport à XJ, on gagne en information sur l'entropie de Y. Alors, on va prendre toutes les sections DV. Donc, chaque fois que sur cette colonne, on rencontre V, on va considérer cette ligne en question, compter toute cette ligne et déterminer le ratio de dV sur dt. Et calculer l'entropie de YV, c'est-à-dire pour chaque fois qu'on rencontre V sur la colonne XJ, on va sélectionner justement dans Y les lignes en question et calculer l'entropie. Et donc obtenir ce qu'on appelle le gain d'information. On va procéder ainsi pour toutes. Donc, procéder ainsi pour toutes les variables xj, donc j allant de 1 à p, est déterminé comme racine, c'est-à-dire comme premier élément à mettre sur le nœud, le premier nœud de notre arbre. N'oublions pas que le modèle générique de ID3, c'est un arbre. Et la question, c'est comment choisir la première caractéristique
qui nous permettra de poser une question. Et donc, pour ça, il faut déterminer le gain d'information. À quel point on peut faire décroître l'entropie dans Y. Et donc, c'est ça. On va pour toutes les variables XJ déterminer le gain et sélectionner la variable qui admet un gain minimal. Donc, sélectionner la variable qui admet un gain minimal. Et lorsqu'on l'a sélectionné, supposons que c'est X, on va dire X, J1, J1 appartenant à 1 jusqu'à P. Alors, pour ce J1, si on a affaire aux données qualitatives, on va juste regarder toutes les possibilités. Et dans ce cas, on sort un peu de l'idée de iterative dichotomix, mais je profite pour en parler. En général, nos données sont des données qualitatives. Par exemple, le X1 peut être la couleur, euh, on va dire, la qualité d'un médicament. On pourra dire de faible qualité, donc là, on aura de faible qualité, de faible qualité, de bonne qualité, de super bonne qualité. Et donc là, on est obligé d'aller au-delà d'une dichotomie. C'est une trichotomie, tout simplement. Et parfois, on a aussi des jeux de données quantitatifs. Et là, les valeurs de X, J1 sont très exactement des éléments de R. Donc, on a X1, J1, Xn, Jn. Et c'est ici, c'est de ce cas-ci qu'on traite. Donc, lorsqu'on a sélectionné la variable qui admet un gain minimal, donc G de Y de X, J1 minimal, alors il faut sélectionner la prise de décision, c'est-à-dire quelle est la variable de XJ1 sur laquelle on va se baser pour séparer les données. Et là encore, on va tester toutes ces variables. Par exemple, on va prendre, est-ce que si je dis XJ1 est plus petit que une de ces valeurs, donc A appartenant à cet ensemble, je vois à quel point j'obtiens des données ici, le premier jeu de données D1, D2, et je regarde l'entropie de D1, l'entropie de D2. Et donc, je vais faire comme ça pour toute cette variable et choisir la variable qui me donne la plus faible entropie sur Y, sur le Y D1 que j'obtiens là. Donc, la plus faible entropie sur le Y D2 que j'obtiens ici. Et là, j'aurai ma prise de décision. Ainsi de suite, on va répéter le processus. À ce niveau, on aura un jeu de données D1 qui sera un sous-ensemble du jeu de données D. Et on va répéter le processus, calculer l'entropie de Y D1. Et pour les variables qu'on obtiendra ici, déterminer la variable qui nous permet d'avoir un gain d'information. Et l'algorithme, quand est-ce que ça s'arrête? C'est le critère d'arrêt. Le critère d'arrêt, soit ça dépend de la profondeur de l'arbre, donc ça dépend de la profondeur de l'arbre. On peut se dire, OK, j'ai envie d'une profondeur égale à 3 ou à 4. Soit c'est le pourcentage d'informations qu'on obtiendra sur les feuilles. C'est-à-dire, on aimerait bien, parce qu'en général, on ne va jamais fluidifier, rendre plus toute cette feuille. Donc, par exemple, à cette branche, si on s'arrête à ce nœud, on n'aura jamais toutes les données ici qui ont 100% de label YK, par exemple. Il y aura, par exemple, 70% des labels YK et 30% d'autres labels. Mais on conviendra de dire que okay, ceux qui sont ici seront prédits comme étant
labellisé par YK parce que c'est le plus grand pourcentage. Et donc, on aimerait bien avoir sur chacun de ces feuilles des plus grands pourcentages, peut-être de l'ordre de 90%. Et là, on pourra s'arrêter. Donc, vraiment, le critère d'arrêt dépend de la quantité de, d'impuretés qu'il y a dans les données. Donc, si les données sont très impures, on a tendance à continuer. Si elles le sont moins, on a tendance à s'arrêter. Donc, il faut fixer ce pourcentage ou bien fixer le nombre d'A. Mais le problème justement avec ce nombre d'A, c'est qu'il faut le choisir de façon à éviter le compromis biais variant, c'est-à-dire l'overfitting et l'underfitting. Donc, éviter l'overfitting ou l'underfitting. Alors, si la profondeur est très faible, alors le modèle n'est pas complexe, le modèle n'est pas robuste, n'est pas assez robuste pour apprendre des données. Donc, c'est presque le bachotage. Il n'apprendra rien. Si après deux décisions, on s'arrête, au final, dans la généralisation, dans la prédiction, il ne saura pas faire grand-chose puisqu'il n'a pas visité assez les données au cours de la période d'apprentissage pour pouvoir prédire la cible d'une nouvelle donnée. Il n'aura jamais eu. Dans le modèle, il est très simple. Le modèle n'est pas assez robuste pour apprendre des données. Et donc là, on commet l'underfitting. On n'apprend rien, en fait. Et d'autre part, donc ici, on a mis faible. En général, il faut mettre petit. Donc, si la profondeur est type petit. Et si c'est grand, par contre, un autre modèle, il est très complexe. Donc, il est très robuste. Le modèle est complexe. Complexe au sens où est complexe. Il va surapprendre sur les données, est complexe. Donc, on va assister à un surapprentissage. Et donc, du coup, si on a une valeur qui dévie assez fortement des données d'entraînement, il ne pourra pas prédire parce que le surapprentissage, c'est-à-dire il a tellement très bien appris des données d'entraînement qu'il ne sait plus très bien prédire. Donc, la profondeur de l'arbre, justement, il faut le choisir de sorte à éviter le sous-apprentissage et le surapprentissage. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.